Cette semaine, dans le balado, on vit une bizarre de transformation et on sombre dans la paranoïa. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Jean-François Breton et Patrick Marleau. Salut Jeff. Oui, t'as inversé la présentation. Tu m'as présenté en premier. Ah, merci. Voilà. Et les deux fidèles, voilà. Donc, cette semaine, la famille est au cœur, je pense, de plusieurs histoires. Oui. Pas toujours avec de bons résultats non plus. Non, c'est ça. Des fois, c'est dramatique. Oui. Souvent, c'est dramatique. Oui, très, quand même. Pas de comédie cette semaine. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, petit tour d'horizon d'actualité. C'était quand même assez tranquille, honnêtement. Je sais pas si toi, t'avais repéré quelque chose. Non, puis en plus, les choses... je peux pas dire que les choses, elles donnent bien, mais... Initialement, il devait avoir les annonces des Oscars vendredi, mais là, nous, on enregistre spécialement jeudi. Puis, fait que j'étais là, merde, on va les manquer, on va les couvrir plus tard, mais ça a été reporté à la semaine prochaine, donc on s'en reparle la semaine prochaine. Finalement, c'est le 23 que ça va sortir, le jeudi 23. Okay. On pourra en parler le vendredi 24. Yes. Écoute, restons dans les nominations parce que c'est ça les nouvelles que j'ai. OK. On sait que c'est le tour des galas présentement. Alors, les BAFTA, les Oscars britanniques ont sorti leur nomination. Conclave est le meneur avec 12 nominations suivies par Emilia Pérez de 11. Donc, la cérémonie va avoir lieu le 16 février. Je vais y aller juste avec les principaux, évidemment. Là. Donc, meilleur film, on a Anora, The Brutalist, Complete Unknown, Conclave et Emilia Pérez. Donc, pas de Dune Part 2 dans les films. Sauvage. Tu sais, quand le 1 avait gagné quelques prix techniques, on avait dit, souvent meilleur film, et on entend la finale un peu style Seigneur des Anneaux. Ouais, mais puis là, finalement, il se fait tasser. Ça s'annonce pas comme ça. Film autre que l'anglais, donc All We Imagine as Light, Emilia Pérez également, I'm Still Here, Kneecap. Kneecap est un peu la surprise là-dedans, mais c'est un film irlandais, de ce que je comprends. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de nominations là-bas, mais je pense qu'il n'y aura aucune nomination. Il représente quand même l'Irlande, puis il est encore dans la shortlist. Mais ce serait étonnant. Et The Seed of the Sacred Fig, donc, qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est pas mal les mêmes là, qu'on a eu au Golden Globe. Réalisateur, on a All We Imagine as Light ne devait pas être au Golden Globe. Oui, en nomination. Puis la réalisatrice était même en nomination. Ah ouais, OK. Mais aux Oscars, il n'est pas là pantoute parce que eux... il n'est pas là pantoute. Ils n'ont pas sorti les nominations, mais genre, c'est pas assez gros. Là. C'est pas, sa seule chance aurait été film étranger, mais il n'est pas là. Je pense pas que c'est lui qui était... Ah ouais? Qui n'est pas le représentant? Ouais, soudainement, j'hésite, mais... ça serait étonnant. En tout cas, à suivre le 23. Réalisateur Sean Baker, Brady Corbet, Edouard Berger, Denis Villeneuve, quand même. Ah, bon. Ouais. Jacques Audiard et Coralie Farja. Mais là, ce qui est drôle, c'est que pour les films, on a 5 choix, mais pour réalisateur, acteur, actrice, il y en a 6, en fait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. J'ai lu Jacques, puis sur l'autre ligne Audiard, mais c'est la même personne. Actrice, on a Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon, Emilia Pérez, Marianne Jean-Baptiste pour Hard Truth. C'est encore là une actrice britannique qui est toujours souvent en nomination, mais que ce serait étonnant qu'elle soit aux Oscars. Mickey Madison pour Anora, Demi Moore de Substance et Saoirse Ronan. Tu vas être content pour The Outrun. Ouais, je pense pas qu'elle a le buzz. Elle non plus, c'est ça. Donc, l'absente Nicole Kidman, quand même. C'est pour vrai. Baby Girl et Pamela Anderson. On aurait peut-être pu penser qu'il aurait pu s'incruster. Acteur Adrian Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet Complete Unknown, Coleman Domingo Sing Sing, Ralph Fiennes Conclave, Hugh Grant Heretic. Ah ouais, OK. Et Sebastian Stan The Apprentice. Fait qu'on voit quand même dans les BAFTA, c'est un peu chauvin. Ouais, là, des fois, il y a une petite politesse de n'oubliez pas que lui vient de chez nous puis il s'illustre. Tu sais, Shershar, ça doit être ça aussi. Oui, c'est ça. Dans les acteurs, actrices de soutien, donc actrice Selena Gomez, Emilia Pérez, Ariana Grande, Wicked, Felicity Jones de Brutalist, Jamie Lee Curtis de Last Showgirl, Isabella Rossellini Conclave et Zoé Saldana, Emilia Pérez, acteurs de soutien. Il y aura Borisov Anora, Kieran Culkin, A Real Pain, Clarence McLean, c'est une surprise, Sing Sing, Edward Norton, A Complete Unknown, Guy Pearce de Brutalist et Jeremy Strong, The Apprentice. Donc, moi, ça se joue, je pense, entre Kieran et Jeremy Strong pour ces deux-là. Puis, vu que Culkin a gagné le Globe, s'il gagne le BAFTA, là, je pense qu'il est pas mal en
confidentiel pour le reste, comme Zoé Saldana d'ailleurs, pour Emilia Perez. Donc, fait que ça va donner un bon indicatif. Puis, c'était hier qu'on a sorti les nominations pour les scénaristes, la Guilde des scénaristes. OK. Eux, le gala aura lieu le 15 février. C'est pas en même date? Non, l'autre, c'était le 16. C'est le 16, OK. Ouais, c'est ça, le lendemain. Donc, on a meilleur scénario original, A Real Pain, Anora, Challengers, yeah, OK. Civil War et My Old Ass. Ah oui, OK. Même, ça, je pense que c'est vraiment une surprise. Et dans la catégorie adaptation, Complete Unknown, Dune Part 2, donc autre nomination pour Denis Villeneuve ici. Mais c'est lui qui a le crédit de scénariste? Oui, il est co-scénariste. Hitman, Nickel Boys et Wicked. Ouais, Nickel Boys, c'est le film qui sort de nulle part puis qu'on voit buzzer, mais je suis même pas certain s'il prend... Peut-être qu'il prend l'affiche à Montréal, mais très, très limité. Puis... c'est un livre qui avait gagné. C'est-tu le Pulitzer ou quelque chose comme ça? Là? Je sais qu'il avait gagné un grand prix littéraire, là, ce qui était sorti il y a quelques années. Donc, à voir. Ce qui est intéressant ici, c'est Conclave n'est pas en nomination, alors qu'il avait gagné le Golden Globe et est en nomination BAFTA. Ouais, pour meilleur scénario. Pour meilleure adaptation. Oui, ça, c'est d'un roman, d'un thriller. Donc... quand même drôle. Ouais, c'est ça, on voit des choses différentes. Oui, tout à fait. Fait que voilà pour ça. Bande-annonce, encore là, très, très tranquille cette semaine. Ouais, beaucoup de films d'horreur, mais bon, c'est ça. Va, là, il y en a comme trop. Hey, pour vrai, là, il y a une déferlante de films d'horreur. Oui, on est vraiment dans la saison. Ça va être aux 2 semaines, un film d'horreur. Je pense qu'à chaque semaine, je vais aussi redire que c'est la saison. Mais sinon, est-ce que ce sera un film d'horreur? Est-ce que ce sera horrible? The Alto Knights, donc les chevaliers alto, avec double rôle pour Robert De Niro. Et c'est très audacieux, qui joue 2 personnages qui sont pas des frères ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Drame biographique gangster, un tout chef à fait. De mafia. En fait, c'est sur Frank Costello. Frank Costello, qui était un des grands parrains de la mafia des années 20 jusque dans les années 50. À Chicago, donc, Costello, je sais pas, non, il était à New York. OK. Mais il travaillait avec Lucky Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel. Fait que ça, c'est peut-être tous des noms qui vous disent quelque chose. Surtout, vous avez peut-être vu le film Mobsters au début des années 90. Ça dit-tu quelque chose, Mobsters? Moi, non. Je sais pas. Mais c'est Al Capone qui était à Chicago. C'est Capone qui était à Chicago. Ça, c'est plus la gang de New York. Mobsters, c'était un drôle de film parce qu'on surfait sur le succès de Young Guns. Fait qu'on avait repris la même recette. On était allé chercher... Young Guns, c'est comme le pire film de hockey. Non, Young Guns de Billy the Kid. Western. OK, oui. Young Blood. Oui. OK, fait qu'on a pris des jeunes acteurs puis on leur a fait jouer des jeunes mafieux. Donc, ces mafiosos-là, quand ils étaient à leur début, fait que t'avais Christian Slater, entre autres, qui était là-dedans. Oh yeah! Patrick Dempsey. Mais tu sais, bon, c'était un petit peu ridicule. Là, surtout qu'eux autres, c'est pas des enfants de cœur. À la limite, Young Guns, c'était Billy the Kid qui était un peu maniaque, mais c'était pas la même chose. Fait que bref, fait qu'on reprend Frank Costello, qui était un de ces membres-là du film Mobsters. Et sa rivalité avec, c'est Vito Genovese. Alors, les deux se partageaient, en fait, voulaient être la tête dirigeante de l'Empire Lucky Luciano. Et fait que ça va être cette rivalité-là sur la mafia new-yorkaise des années 40-50. Fait que tu l'as dit, De Niro qui joue ces 2 personnages-là avec beaucoup de maquillage, de prosthétique. Fait que, pour avoir l'air différent. Différent, mais en même temps, c'est quand même De Niro, là, tu sais. Fait que je sais pas si ça vient d'un pitch de genre OK, c'est sûr qu'on prend De Niro, puis sais-tu qu'est-ce qui serait malade? C'est genre c'est De Niro, il n'y a personne de meilleur que lui pour jouer ça. Puis on le fait. J'ai hâte de voir les entretiens là, quand ça va sortir, qui ont justifié ça, puis qui ont décidé, on va prendre cette route-là. C'est quand même des habitués du film de gangster qui vont être... ben moi, c'est ce qui me laisse peut-être espérer que ça peut être intéressant, peut-être. En fait, je le souhaite parce que j'aime ce genre-là. C'est Nicolas Pileggi qui a fait le scénario et il est derrière Goodfellas et Casino. Okay. Fait quand même 2 des très bons Scorsese. En fait, Goodfellas est un de ses meilleurs. Mais c'est aussi à la réalisation, c'est quand même Barry Levinson, qui à une certaine époque, dans les années 80-90, c'était quand même un des
très top réalisateur à Hollywood. Là, il a fait The Natural, le film de baseball avec Robert le Redford. fameux bâton sculpté d'une branche d'arbre. Good Morning Vietnam, Rain Man. Fait un autre film sur la mafia, Bugsy, avec Warren Beatty, qui était dans cette orbite-là de personnages. Wag the Dog, un très bon film politique aussi, avec Robert De Niro. Mais ça fait quand même comme un 10-15 ans qu'il n'a pas vraiment eu de succès. Puis bon, il est quand même rendu âgé, dans les 80 ans, là, fait que c'est sûr qu'il ne tourne plus aux 2 ans. Ben, pourtant, il y en a qui le font des films aux 10 mois, mais lui, c'est plus tranquille. Fait qu'on verra bien. Donc, The Alternate, qui sort au mois de mars, c'était tout ça? Le 21 mars. Fait que, tu sais... je sais pas s'il va y avoir une version française, puis tout, là, on verra. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, je sais même pas qui est derrière ça. Je n'ai même pas noté. C'est Warner qui distribue, ça. Mais depuis que c'est Discovery, c'est arrivé, là, des films qui se rendent pas au Canada, finalement. Ça dépend de l'engouement qui attribue. Ouais. Remarque, s'ils sortent une bande-annonce, peut-être qu'ils feront pas le truc à la Juror Number 2, puis le sortir sur quelques centaines d'écrans, puis on le laisse aller sur la plateforme. Effectivement, là, je pense pas. Ça va dépendre de ce qu'il y a d'autre autour, à part des films d'horreur. Donc, à suivre. Ben, voilà. Des fois, c'est une question d'une semaine. Là, genre, la bande-annonce anglaise sort, puis une semaine plus tard, les Chevaliers Alto, je sais pas comment ils vont l'appeler, va sortir, puis on va avoir la forme de certitude qu'il y aura une BH. Je voulais aller voir c'était quoi la signification du titre, puis finalement, ça m'a échappé, mais je ne sais pas si c'est en lien avec un quartier ou quelque chose, ou probablement. Là, peut-être que dans l'épisode du 21 mars, on pourra en saura plus. Donc, alors, avec les sorties de la semaine, débutons avec le gros film, le film peut-être le plus commercial, Wolfman de Leigh Whannell. Ouais, Loup-garou. Leigh Whannell qui a fait quelques films, dont The Invisible Man, L'Œuvre invisible, la dernière fois. Qui avait été une grosse surprise quand c'était sorti en 2020 déjà. Et c'était sa première adaptation des fameux Universal Monsters. Ouais. Après qu'on a voulu faire... on a voulu toutes les refaire en mode super action avec Tom Cruise qui avait fait La Momie et tout. Dans un univers partagé. Oui, c'est ça, où... voyons, le Mr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'était Russell Crowe, c'est ça, et tout. Puis là, ça se croisait, là. Ça a été une grosse catastrophe. Je me rappelle même qu'il avait pris une photo, tu sais, tout le casting avait été fait pour les autres personnages. Oui, c'est pas Johnny Depp en momie ou Johnny Depp était là-dedans. Ou la créature des marais. Je me rappelais plus lequel, mais il y avait comme 7-8 comédiens. Là, on avait fait, je sais pas, c'était dans le Vanity Fair ou quelque chose. C'était vraiment un gros hype. Parce que je pense que Johnny Depp devait être l'homme invisible. Je pense que c'était ça. Devait être l'homme invisible, ça se fait bien. Puis, finalement, je me souviens pas combien, mais je sais que ça a été un échec. On a tiré à plat en disant non, on fait même pas les autres. Puis... ce qui est arrivé, c'est que je sais pas comment ça s'est fait, mais Leigh Whannell est arrivé avec son pitch peut-être pour The Invisible Man en disant moi je ferais une nouvelle take plus très très actuelle, plus minimaliste d'un certain point de vue. Ce que j'ai lu, c'est qu'Universal a accepté comme des pitchs de plein de gens créatifs, puis venez nous rencontrer, discuter de vos projets. Donc c'est comme ça que les deux ont vu le jour. Fait que là, après le bon succès de ce film-là, là il a dit j'ai une idée pour Wolfman aussi, pour moderniser le fameux loup-garou. Alors, ça met en scène Christopher Abbott, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années dans Possessor, le fils à David Cronenberg. C'est-tu Alex? Oui. Son nom m'échappe, là, mais ouais. En tout cas. Que j'avais vu là-dedans. Puis là, on l'a revu dans Poor Things ou It Comes at Night. En fait, c'était avant, mais je ne l'avais pas remarqué là-dedans, peu importe. Et ça m'enseigne aussi Julia Garner, qui est connue beaucoup pour Ozark, mais qu'on verra qui va incarner le Silver Surfer dans le prochain Fantastic Four cet été. Alors, cet homme originaire de l'Oregon, Blake, vit maintenant à New York. Il a une femme, Charlotte, et sa fille adolescente, d'une 12aine d'années peut-être. Préado, peut-être. Préado. Ginger. Et il apprend que finalement son père est enfin, je sais pas comment dire, par l'État d'Oregon, est reconnu décédé. Fait qu'on s'imagine que sa mort a des circonstances nébuleuses. Puis il faut qu'il aille comme vendre la maison et tout. Puis là, leur famille est comme sous le stress de la ville de New York et des tensions et de trop travailler, etc. Alors, il dit on devrait y aller tout l'été, là, jusque vous allez pouvoir voir, c'est beau. Là, même si mon père était rigide, j'ai quand même eu une belle jeunesse dans le bois et tout. Fait que... et on comprend aussi par une prémisse que son père était quand même passionné par le bois puis la mysticité de qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver. Fait que quand ils retournent, eh bien, ils vont se retrouver attaqués par
une créature étrange. Et rapidement, dans cette nuit-là, ils vont devoir se défendre. Et tranquillement, Blake va sentir que peut-être il est en train de subir des changements dans son corps, hein, comme disaient les 3 accords. Oui. Voilà, fait que ce qui est super cool avec le film, c'est que ça se déroule en une nuit, finalement. Ouais. Une fois qu'il arrive en Oregon. Et en entrevue, le réalisateur Warnell ment pas que son film se veut un hommage à ses coups de cœur des années 80. Là. Ça peut te parler. Hein? Bien sûr. The Thing et The Fly, principalement, donc de Cronenberg, justement. Fait que c'est un film... C'est pas... Je sais pas si c'est un... Je pense pas que c'est un horror flick, là, comme on dirait. Ouais. Vraiment, là, on est ça à la limite du un peu... plus trailer, psychologique quand même. Exact. C'est pas non plus... Peut-être pas le elevated horror à la Midsommar pis ces affaires-là, là, mais on est quand même un film grand public. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça arrive à l'occasion des histoires où on suit, tu sais, juste un couple. Tu sais, là, on a 3 personnages qui sont en danger. Ouais. C'est quasiment un huis clos, là. C'est ça, exact. Sur une fermette, là, mettons. Fait que, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on s'inquiète pas pour les individus parce qu'on le sait qu'ils vont être là jusqu'à la fin. Puis là, peut-être qu'aux dernières scènes, il va se passer quelque chose. Mais là, j'étais toujours inquiet pour tout le monde. Je pense que le film avait l'audace de pouvoir les faire disparaître puis des éliminer au compte-gouttes. Puis tu sais, tout est possible justement parce que c'est pas une formule trop léchée de on va les garder vivants pour faire une suite pour être sûr que ça peut très très mal se dérouler sans divulgacher qu'est-ce qui se passe. Fait que je trouve que l'atmosphère puis la cinématographie est super bien rendue. Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, j'ai quand même bien apprécié. La réalisation de Leigh Whannell elle est vraiment intéressante visuellement. Aussi, par moments, on tombe du point de vue aussi du loup-garou. Oui, c'est ça, quand même, les sens sont en train de se transformer. Les sens, la vue et tout ça. Parce que, à ma connaissance, c'est quelque chose d'original qu'on n'a pas encore vu dans cette recette-là. Les comédiens, effectivement, sont tous très bons. Là, Abbott et Julia Garner. Un bon jeu physique. Là, oui, tout à fait. Puis on prend notre temps. Fait que c'est justement, si vous attendez un film d'horreur, là, on va avoir beaucoup de jump scares, des trucs, on n'est pas là. C'est un film qui prend son temps à s'installer, mais c'est tranquillement tout l'horreur qui va s'installer, mais l'horreur de la transformation et de cette tension-là familiale. Fait que... Ouais, mais il y a une tension... Tu sais, au final, il n'y en a pas tant de jumpscare, mais il y a une tension qui en a. Quand il ferme des portes, quand il ouvre, t'es comme... puis c'est ça aussi. Là, il n'y en a pas un à chaque plan, sinon ça perd son efficacité. Quand il court dehors, puis là, il y a une scène de voiture, des choses comme ça, j'avais un petit flashback de... le film de John Krasinski, là, Quiet Place. Quiet Place, oui, effectivement. C'est ça, fait que The Invisible Man avait peut-être plus de revirements au niveau du scénario. Ici, c'est quand même assez simple, on s'entend. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait la force du film, c'est qu'on n'a jamais traité un film de loup-garou de cette façon-là, fait qu'on est très ailleurs d'American Werewolf in London, là, pour ceux qui comme des référents du genre. Là. Fait que oui, un ton très réaliste, parce que j'aime comment aussi on développe tranquillement là, tous ces changements-là que le personnage va subir. Fait que voilà. Puis, c'est ça, tu mentionnais l'univers des créatures de Universal. Quand même, le premier Wolfman date de 1941. Ah ouais, OK. Fait que je pensais que c'était un petit peu plus tôt que ça, dans les années 30, où il y avait Dracula, Frankenstein et tout ça. C'est sûr qu'il avait refait celui avec... voyons, j'ai oublié son nom. Benicio del Toro. Oui, c'est ça, le Mexicain. Bonne question. J'ai jamais vu. Je pense aussi que c'était un peu risible, ce truc-là. Je crois que ça avait été grandement apprécié. Écoute, je pense depuis le fameux film de John Landis, American Werewolf in London, il n'y en a pas eu tant d'autres qui ont réussi vraiment. Il y avait une tentative avec Jack Nicholson aussi qui s'appelait Wolf, avec Michelle Pfeiffer. Oui, c'est vrai, des années 90. Au milieu des années 90. C'était quand même Mike Nichols, le réalisateur, mais... il manquait un petit quelque chose. Fait que, bref, et le film aurait pu être tout à fait différent parce que c'est Ryan Gosling qui devait jouer à l'origine du film. Ouais. En fait, je pense que j'aurais moins aimé ça. Je pense que c'est plus efficace d'avoir quelqu'un qu'on connaît moins là, qu'une grosse vedette. Mais c'est lui qui avait pitché cette idée-là à Universal, puis il avait développé ça avec Whannell. Il est encore dans les producteurs ou quelque chose? Oui, un des producteurs exécutifs, mais bon, là, il n'était plus vraiment impliqué dans le projet parce que c'était un autre réalisateur qui devait le faire, puis finalement,
question souvent de conflit d'horaire, tout ça. Là, fait que les deux n'ont pas pu tourner le film. Puis, fait que voilà. Ouais, c'est ça. Puis c'est une production Blumhouse aussi. Oui, aussi à noter. noter. Quand même, on dit ça, un chevron, c'est ça on dit? En tout cas, un phare dans les films d'horreur. Oui, c'est ça, oui. Fait que, allons-y. Pour finir, c'est que ça met on l'a dit, vu que c'est un coup de cœur, que dans ces coups de cœur, il y avait The Thing, The Fly, on a beaucoup d'effets pratiques qui sont là, de prothèses et autres, de prothèses de poils, de plaies, de transformation et tout, fait que c'est vraiment intéressant. On n'est pas tout en fixite en CGI et tout. Ah non, puis ça fait la différence. La qualité de l'ambiance sonore vaut vraiment beaucoup pour le film, et comme on met en parallèle la bonne vision dans l'obscurité des genres de loups-garous, des créatures versus celle des humains, il y a des scènes qui sont très très sombres, fait que le cinéma est un endroit excellent pour voir ça, plutôt qu'un iPad. Je suis bien d'accord. C'est un film vraiment d'ambiance, comme on dit, et le grand écran le rend vraiment bien. Oui. Alors, complètement ailleurs, cette fois-ci, allons du côté de l'Iran, avec les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov. Oui, je ne sais pas si on est tant complètement ailleurs, puisqu'on va aussi avoir une forme de huis clos sous le joug d'un père de famille qui se transforme. Écoute, comment résumer cette histoire-là sans rentrer trop dans les détails ou dans une grande complexité? On a un père de famille, Iman, qui vit avec sa femme et ses 2 filles à Téhéran. C'est un fonctionnaire, bien honnête, un genre de juriste. Puis après plusieurs années, on le nomme enquêteur au tribunal. Fait que ça, son nouveau statut, lui, il va penser que c'est son ascension vers devenir juge et tout. Mais en fait, il réalise qu'on lui demande plus de juste signer des condamnations à mort, puis de pas réfléchir à ce qu'il fait, ce qu'il trouve très moralement inacceptable et très lourd. Mais ça, c'est des gens qui travaillent pour la garde révolutionnaire, donc ils enquêtent sur les dissidents, les gens qui... Parce que ce qu'on comprend... n'obéissent pas la loi. C'est ça, ce qu'on met en place, c'est que les lois civiles sont en fait les lois de Dieu, donc de Allah. Fait que si tu déroges de ça, t'es très, très problématique. Fait que les enquêtes, c'est souvent te torturer un peu, si on le voit pas dans le film, là, mais ce qu'on comprend, c'est de torturer jusqu'à temps que t'avoues, puis donc si t'avoues, t'es coupable. Fait que là, tu t'en sors pas. T'sais. Puis, dans cette même période où lui... Ah oui, puis ce qui est important, c'est que pour sa protection, parce que comme c'est un travail qui est quand même mal vu, les gens restent secrets quand ils font ça. Ils disent pas que c'est ça qu'ils font haut et fort. Là. Et on lui remet une arme à feu pour sa protection personnelle si jamais il arrivait quelque chose. Mais on dit, dis pas à ta famille que c'est ça ton emploi. Tu dis que tu travailles au gouvernement comme tu l'étais déjà, mais parle pas que tu as cette promotion-là. Parce que si après quelqu'un parle, puis qu'on sait où tu habites, tu peux avoir des représailles. T'sais. Fait qu'au même moment, il y a des grosses manifestations nationales, une espèce de forme de drame social du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui regroupe beaucoup de femmes, justement, et aussi d'autres supporters qui veulent rendre non obligatoire le port du hijab. Sauf que là, ça crée des grosses controverses sociales, et par controverse, je veux dire du brasse camarade. Et ça vient s'intégrer au cœur du récit, c'est-à-dire que les parents, eux, écoutent la télé, puis qu'est-ce que les nouvelles nous disent, versus les adolescentes qui, eux, consultent les médias sociaux, les stories Instagram, qui, eux, filment des voies de fait, puis du bras, des policiers, c'est ça, qui abusent de force physique contre juste du monde qui milite passivement. Et ce qui va arriver un bon matin, c'est qu'il s'enligne pour aller travailler, mais son pistolet, son revolver a disparu. Et là, il commence à plus avoir confiance en sa propre maisonnée, à se demander, c'est laquelle de mes filles, ou c'est-tu ma femme, finalement, qui est normalement ma confidente, qui m'aurait volé l'arme à feu? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est bien résumé. C'est ça, voilà. Surtout que c'est un film qui dure 2h45. Oui, quand même, mais c'est ça. Il y a beaucoup de minutes. Chose singulière, évidemment, faire des films en Iran, c'est ça. Ne fais pas des films en Iran qui veut. Effectivement. Alors, même si Mohamed Rassoulov, c'est
pense, son 4-5e film, là, peut-être. Là. Il en a fait quand même quelques-uns. Qui est réalisateur, scénariste et producteur du film. Ben, en fait, c'est le film qui représente l'Allemagne au cinéma international parce que, dans le fond, il n'a pas le choix de le produire à l'extérieur du pays. En fait, je pense que lui il est condamné en Iran pour des années de prison. Alors, il n'est pas trop le bienvenu. Ouais, je vais revenir tout à l'heure un peu sur les conditions du tournage. C'est ça. Fait que on est dans l'espèce de métaphore sur ces tensions sociales qu'il y a en Iran et en fait qui sont d'un vrai événement là, qui est arrivé. C'était quoi, 2015? C'est 2022-23. Ah, OK, c'est ultra récent. Okay. Oui, vraiment. Donc oui, c'est ça. C'est une jeune femme, Mahsa Amini, qui, selon le verdict officiel, aurait eu un malaise et serait décédée près des forces policières. Ouais, une crise cardiaque juste à côté. C'est ça, parce qu'elle avait refusé de porter le hijab et finalement... Puis elle n'a pas genre 25 ans? Oui, c'est ça. Oui. Mais donc, elle a été tabassée à mort. Donc, c'est ça qui a déclenché ces protestations-là qui sont intégrées justement au cœur du film et ce sont des vraies images qu'on voit dans l'histoire. Là. Ben ça, c'est ultra perturbant. Oui. Fait que quand on voit un jeune homme la tête en sang au sol... Ouais, c'est ça. C'est vrai, là. Ouais, c'est ça. Fait que, toi, tu l'as dit, c'est assez perturbant de voir ces images-là. Moi, c'est un film que j'attendais. Il y a un très gros buzz dans les festivals partout où il a passé. Ben là, on l'a nommé tantôt. Oui, c'est ça. Donc, nomination aussi dans plusieurs galas comme ça. J'aime toujours ces films-là, politiques, sociales et tout ça. Mais c'est comme un film en deux temps. Je dirais que moi, j'ai trouvé plus intéressant le premier, deuxième tiers, où là, on est vraiment plus comment on réagit à ces révolutions-là, protestations-là, puis la répression du gouvernement. Puis vraiment le côté où lui, le père de famille, doit travailler là-dedans, mais il est un peu contre ça, mais en même temps, lui et sa femme ne sont pas des révolutionnaires, sont plus peut-être chaleureux envers leur fille, plus ouverts, vous allez à l'école, etc. Mais ils veulent pas changer le monde. Là. C'est comme, les lois sont comme ça, on les respecte, puis on vit notre vie tranquillement. C'est le clash générationnel qu'on nous montre puis qui est très présent effectivement dans ces pays-là. Après ça, la dernière portion, ça bascule plus dans un thriller psychologique. Je suis pas certain si j'aurais pris cette route-là, mais bon, ça n'enlève rien au film quand même. Je pense si vous aimez ce genre de film-là international qui nous montre un pays qu'on a plus ou moins accès, là, c'est quand même... d'autant plus ça a été tourné là réellement. Fait que c'est ça aussi, souvent des films qui se déroulent en Iran, ça a été tourné ailleurs, mais faut le souligner qu'il a tourné clandestinement. Il y a quelques années, c'était quoi, les nuits de Machhad? Je pense que c'était tourné en Jordanie, finalement. Donc, fait que moi, je le recommande quand même, mais... C'est ça. C'est le défaut. Il est trop long. Ouais. Il aurait dû être tighté, là, resserré. Cela dit, je trouve que c'est un film excessivement fort et qui invite beaucoup à la discussion, qui est quand même choquant à sa façon. Dans le film, on tombe pas dans les scènes de torture puis d'affaires comme ça. C'est pour ça que je dis que quand le deuxième ton vient plus serré, la famille qui se retrouve en huis clos à confronter qui a volé le fameux gun puis faire confiance à personne ni un ni l'autre. Là. Fait que là, on est vraiment sorti de ce qui se passe en ville. C'est ça. Fait que comme je disais, d'entrée de jeu, il représente l'Allemagne aux Oscars et il l'avait fait au Golden Globe. Il avait été présenté au Festival de Cannes en 2024, donc en mai dernier, où il a reçu 5 prix, dont le prix spécial. Fait qu'il laisse personne indifférent, ce film. Non. Puis écoute, c'est encore moins le gouvernement iranien, parce que lorsqu'il a été sélectionné à Cannes, on lui a demandé, retire la sélection ou sinon tu vas avoir des représailles. Et il a refusé et finalement on l'a condamné à 8 ans de prison. Alors, il s'est sauvé. Il a comme eu 2 heures pour partir et il est parti avec une partie de l'équipe du film des comédiens, mais pas la comédienne qui joue la mère. Okay. Elle n'a pas pu s'enfuir. Donc, elle est toujours en Iran. Je ne sais pas. L'histoire ne dit pas si elle a été victime de représailles du gouvernement. Mais pourtant, le film, autant il parle du conflit, tu sais, il y a dans le fond, ce qui montre, c'est qu'il y avait de la brutalité policière à côté et des choses comme ça. Mais après, on ne vient pas dans une enquête interne sur un cas précis. Mais on sème le doute. C'est l'image qui est montrée à l'international. Puis ça, c'est des pays comme ça veulent tout contrôler, les informations. C'est pour ça que dès qu'il y a des répressions, on coupe les réseaux sociaux. À un moment donné, les filles, les jeunes en parlent. Là, ils parlent avec leurs amis d'école. Puis elles disent mais je pourrais pas écouter la vidéo. Je vais t'envoyer un VPN. Tu vas pas. Puis là, ça sort. Moi aussi, je veux voir Internet. C'est comme...
C'est assez fou. Donc, fait que oui, quand même, donc un film de grande qualité. Quand même, il faut le souligner. Moi, cette semaine, j'ai eu moins le temps de voir de films parce que je suis toujours dans mon marathon suite à mon voyage. Oui, c'est ça. Tu t'en vas à Unifrance réaliser plein d'entrevues pour le magazine et le site Internet. Oui. Mais les choses sont bien faites. Tu ne manqueras pas d'épisodes. C'est pour ça qu'on enregistre jeudi. Tu pars demain puis tu reviens pour la suivante. Fait que cette semaine et la prochaine, c'est moi qui est un peu plus d'office pour regarder tout ce qui prend l'affiche. Donc, quand même, le nouveau Almodovar, ils sont premiers en anglais, là, quand même. Voilà, The Room Next Door, ou La Chambre d'à côté, qui est disponible en version française ou en version anglaise avec sous-titres français, ou peut-être en version juste anglaise, là, dépendamment des cinémas, peut-être à Montréal. Gros duo d'actrices, Tilda Swinton et Julianne Moore, et même en personnage secondaire, John Turturro. Fait que c'est pas gênant du tout. Et comme toujours, Alberto Iglesias à la musique, son boy depuis tout le temps. Excellente musique d'ailleurs dans le film, toujours... des fois un peu... Je reviendrai finalement. Là, bref. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Tilda Swinton est une journaliste ou ancienne journaliste, là, très près de la retraite, disons, atteinte d'un cancer incurable. Puis elle va recroiser le chemin d'une ancienne amie, mais qui ne s'était pas vue depuis un certain temps, jouée par Julianne Moore, qui, elle, est autrice. Puis elle va lui demander écoute, mon cancer fait des récidives, il n'y a plus rien à faire, ça ne me tente pas de juste vivre ça péniblement jusqu'à la fin. Je veux mettre fin à mes jours, mais j'aimerais ça que tu m'accompagnes. Genre, je vais louer une maison, on va être là un mois, puis à un moment donné, elle s'achète une pilule hautement illégale, puis dire, je vais juste un soir la prendre, puis tu seras pas témoin, là, je te demande pas de me tirer dans la tête, là, c'est juste faire ça, sauf que tout ça est comme illégal parce que, je sais pas si c'est pareil au Canada, là, mais on parle dans le fond de l'aide médicale à mourir, mais là, de se l'auto-faire, je pense que c'est un crime de se suicider. Fait qu'il y a un peu cet enjeu-là, pas tant moral parce qu'elle accepte, finalement elle y va, mais surtout légal, de dire comment est-ce que toi tu seras pas impliqué là-dedans, puis tu sais, dans le fond tu es au courant, mais tu diras que t'es pas au courant, puis je vais signer des lettres. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui rentre en plus de passer tes journées avec quelqu'un qui est mourant, mais essayer de lui rendre la vie un peu joyeuse, tout en sachant que d'ici les comme 20-30 prochains jours, il y a un matin, je vais me réveiller, puis tu vas avoir fermé ta porte de chambre. C'est ça son signal. Elle dit, je vais toujours la laisser entrouverte, mais le matin que tu vas te réveiller puis la porte va être fermée, c'est que je vais avoir passé à l'acte. Fait que là, elle appelle la police, puis etc., puis elle appelle ma fille, puis blablabla. Fait que c'est ce débat-là, un peu qu'il y a dans le film, c'est inspiré du roman What Are You Going Through de Sigrid Nunez, qui est un livre aussi qui est paru en 2020. Fait que tout ça est un projet très récent. Probablement que ça a carburé chez Almodovar pendant la pandémie. Là. Il y a beaucoup de cinéastes comme ça qui ont profité. En fait, beaucoup d'artistes qui sont enfermés et qui en ont profité pour composer, créer. Mais il y a aussi un côté très nihiliste à tout ça parce que il y a le personnage de John Turturro est aussi un auteur qui fréquente le personnage de Julianne Moore. Puis lui, c'est un auteur de genre, comment dire, le genre de roman puis d'ouvrage un peu plus documentaire, mais que c'est comme ça va pas bien, on a agi trop tard sur la planète, il n'y a plus rien de bon. Puis à un moment donné, il a dit il n'y a rien qui accentue davantage la fin de la planète que, comment il dit, la survie du néolibéralisme, puis la montée de l'extrême droite, puis on a les deux ici aux États-Unis qui marchent côte à côte. T'sais. Fait que ça, c'est le premier film d'Almodovar aux États-Unis, puis un de ses personnages, c'est ça qu'il dit. Et là, quand Trump vient d'être réélu, et pendant que c'est ça, l'extrême droite continue et tout, fait que... Et quand même, c'est pas dénué de critiques sociales et politiques. Au niveau du ton, est-ce que c'est assez sérieux? Parce que quand même, Almodovar, des fois, va juste un peu de fantaisie dans sa mise en scène. Il y en a. Je suis pas le plus grand connaisseur d'Almodovar, honnêtement. C'est peut-être un manque de temps parce que tout ce que je vois, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Je me souviens de Mère parallèle il y a quelques années. Fait qu'il faudrait juste que je prenne le temps d'écouter ces grands classiques, les Parle avec elle puis les autres. Mais c'est pas si fou, là. On tombe pas dans des rêves oniriques et des affaires comme ça. Reste que tout est très coloré. C'est dommage parce que l'affiche au Québec, c'est comme les deux visages côte à côte sur fond brun, là, qui est un peu très plate. Là. Ouais. Puis, en fait, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. J'ai entendu que même le distributeur ici au Québec trouvait l'affiche vraiment plate, mais il y avait juste les droits pour celle-là, alors qu'en Europe, il y en a une très jaune, très colorée, qui réfère à une scène où...
Tilda Swinton a amené à s'habiller tout un tailleur jaune avec du gros rouge à lèvres rouge très fort. Fait que c'est beaucoup plus vif et d'une couleur chaude qu'on est habitué de voir plus des œuvres d'Almodovar, rouge, jaune, vert, très éclaté. Fait que c'est teinté à quelques moments. La maison aussi est vraiment cool. Comme ce que j'ai vu comme image. Ouais, une architecture vraiment unique. Je me souviens pas son où... ils le disent, mais je me souviens pas son où dans le pays. Je pense sur la côte est américaine, j'avais vu. Mais très probable, ouais, c'est ça. Puis voilà, fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça, moi. C'est sûr que c'est un drame de discussion qui a comme... Tu sais, il n'y a pas de punch. C'est comme si le film, ils te le disent qu'elle s'en va pour mourir. Puis tu sais... Ben, elle va pas changer d'idée, là, elle est mourante. Fait que comment ça va se passer, à quel moment, etc. Ça dure comme 1h40 aussi, 1h45. Là, c'est vraiment une durée très raisonnable. Je pense que ça va connaître un très bon succès au Québec. Il y a des bons fans de Almodovar. Ben, évidemment, très bon succès. Pas 2,5 millions au box-office, là, mais pour les... Je sais pas, la dizaine, quinzaine de cinémas qui vont ouvrir ça à Montréal, là, j'imagine qu'au Beaubien, ça va faire la queue à l'extérieur. Hein? Alors, c'est un des rares cinéastes internationaux qui a la cote puis qui perdure avec le temps. Et en parlant d'avoir la cote, c'est un habitué du Festival de Venise. Ouais. Alors, il a encore remporté le Lion d'Or. Ouais, je dis encore, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est pas la première fois qu'il le remporte. Là. Fait que... Mais il y a plusieurs films là, qui ont vraiment bien... Je l'oublie, mais moi, c'est un que j'aimerais bien voir, le Festival de Venise, parce que je regarde le line-up maintenant, quelques mois plus tard, quand les films ont pris l'affiche puis qu'on commence à plus entendre parler, puis il y avait ça là, Brutaliste était là-bas, c'était le Lion d'Argent, eux autres. Puis, etc. Puis, je pense que même, tu m'as parlé dans tes visionnements à venir, Comme le Feu. Jouer avec le feu, puis il avait présenté là-bas, exact. Puis je pense que c'est là que Lindon avait gagné un prix de performance masculine. C'est à Venise que Nicole Kidman avait gagné sa performance féminine et tout. Fait que, super festival. Je sais pas, si un jour... et surtout, le lieu, ça doit être pas désagréable non plus, c'est pas gênant. Sauf qu'en même temps, comme tous les festivals... mais c'était pas... non, c'était en Allemagne que Comme le Feu était allé. J'ai mêlé Comme le Feu, le film de Philippe Lesage. Mais quand ils nous disent, c'est rare, tu as le temps de visiter tant que ça. Ou sinon... Quand tu es un artiste, parce que tu as beaucoup, beaucoup d'entrevues et autres, là, le temps libre que tu as, tu visites, mais tu vois pas de film. Là. Fait qu'il faut un peu que tu choisisses. Est-ce que tu te clenches plein de films, comme un peu tu t'apprêtes à... c'est pas un festival, mais tu as quand même un marathon d'entrevues d'affaires. Tu n'as pas le temps de visiter Paris là. Quand même. Je le dirais pas trop fort. Mais c'est vrai que c'est parce que la différence, c'est que toi, c'est des films que tu vois avant. C'est ça, puis après, tu as des entrevues de 15 minutes. Fait que t'es pas booké de la même manière. Non. Mais ou quand Annie vient pour faire un tour au balado, quand elle va à Annecy... un festival de films, c'est un autre monstre. Souvent, c'est qu'elle prend sa semaine d'Annecy, du festival d'animation, puis elle s'ajoute une autre semaine de vacances pour décompresser. Après, c'est ça. Puis là, profiter de l'endroit ou aller dans une autre ville française ou quelque chose comme ça. Mais dans ça, tu te lèves tôt, tu te couches tard, t'évites l'alcool, t'as des poignées de main, des visionnements, un visionnement après le visionnement, un visionnement privé si tu connais le monde puis t'es invité à. Fait que... Bref... Un jour, peut-être, j'aurai cette aventure. J'ai d'autres films. Est-ce que tu as eu le temps, finalement, de voir le François Ozon quand vient l'automne? Non plus. Je te throw under the bus. C'est bien correct. François Ozon, qui est un habitué du cinéma, là, comment dire, ça doit être son 15e film, je sais pas. Régulier comme une horloge, je pense. C'est ça. Le genre de cinéaste que je pense que je n'ai vu beaucoup, parce que je n'ai écouté 5, puis finalement, c'est à peine le tiers de sa filmographie, là. On suit Michel, qui est une grand-mère très bien, là, qui arrose ses plantes, qui va cueillir des champignons avec son ami retraité dans un petit village de Bourgogne. Puis, à la Toussaint, j'ai oublié, c'est quand, non, la Toussaint? C'est genre en octobre, là, même? C'est à l'automne, là. C'est pas c'est quand même l'automne. C'est pas comme un Thanksgiving français, je pense. Peut-être, hein, je vais aller voir un petit peu. Sa fille va lui rendre visite avec son fils, donc son petit-fils, par rapport à la grand-mère, Lucas, pour une semaine de vacances. Mais il va arriver un accident par inadvertance d'empoisonnement aux champignons sauvages. Ouais, c'est quand? C'est le 1er novembre, le lendemain d'Halloween. Ouais. Voilà. Puis là, ça va comme casser la relation entre sa fille puis son petit-fils. Elle ne pourra plus le voir. Au même moment, son amie Marie-Claude, donc qui a les champignons, son fils, à elle, sort de prison. On
comprend, il a fait des petits méfaits. Là. C'est un peu un voyou, là, il n'a pas tué quelqu'un et tout. Et elle commence à sentir qu'elle a peut-être des troubles cognitifs qui commencent, une perte de mémoire, etc. Là, je vous ai mis plein de plats sur la table, puis tout ça marine pendant à peu près comme une année de va-et-vient dans ce qui oscille entre une espèce de conte moral et de drame, voire même un peu limite psychologique. Là. C'est pas un thriller, on peut pas le classer comme ça, mais ça va flirter des fois. Il y a des effluves de... j'essaie de pas trop... je veux pas en dire vraiment plus, j'aime mieux comme piquer un peu votre curiosité à mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu sais. C'est... mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, j'aime beaucoup Ozon, le rythme de ses films. Je trouve que peut-être ça a l'air chargé, mais en même temps, ça fait qu'on n'est jamais... on n'a jamais le ventre vide, justement. Je parle de cuisson de champignons puis de mettre la table. On enregistre avant le dîner, hein, c'est pour ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs personnages qui se croisent, qui voient les autres sous une facette différente. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Pierre Lotin sort de prison. Sa mère est plus, bon, là, il faut que tu te places. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ah, ben, je veux m'ouvrir un café-bar. Je veux m'ouvrir un bar, un bistrot, en fait. Mais là, tu sais, t'as pas une scène, là. Comment tu fais ça? Même si dans Amour Ouf, il réussit à le faire aussi. Comment tu fais ça? Ben là, finalement, c'est elle qui dit, ben moi, je vais te prêter de l'argent, mais dis-le pas à ta mère parce que je sais qu'elle veut pas. Fait que, tu sais, tout le monde est bien intentionné, mais des fois, ça revient... ça leur revient au visage. Alors, quand vient l'automne, que ça aussi, probablement plus limité comme sortie, mais je pense qu'il y a définitivement un public comme pour tous les François Ozon. C'est Hélène Vincent, Ludivine Sagné, Josiane Balasco qui sont au générique. Hélène Vincent, dans le fond, qui joue la madame principale, Josiane Balasco, qui est son amie. Voilà, fait que ça pour le Quand vient l'automne, dis-je. Et, c'est ça, mon titre est ici. La dernière danseuse de cabaret, The Last Showgirl qu'on a nommée, qui met en vedette Pamela Anderson, un grand retour au cinéma, mais quasiment un des premiers rôles dramatiques. Il n'est pas en mode bimbo. Oui, c'est ça. Et au naturel. C'est ça, très au naturel, justement. Et c'est un film de Gia Coppola, qui, son nom l'indique, est dans la famille Coppola. Oui, en fait, c'est la petite fille de Francis et la nièce de Sophia. Ouais. C'est ça. Son père à elle, c'est Giancarlo Coppola, fait qu'il doit pas être dans le monde du cinéma. En fait, il est décédé lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère d'un accident de bateau. Ah bon, je savais pas tout ça. Qui travaillait, qui débutait comme producteur et tout ça, là, qui travaillait avec son père, Francis. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler. Ouais. C'est un film indépendant, là, vraiment. C'est un petit tournage, un film qui a été tourné en 18 jours, quelque chose de très rapide. Et ben, c'est les Coppola, c'est très familial, là, genre, parce que là, en plus, c'est que, tu sais, les Schwartzman, Jason Schwartzman, ça, c'est comme le cousin à Sofia Coppola, donc c'est comme son premier cousin par rapport à elle. Le frère à Jason, c'est Robert Schwartzman, il est producteur du film. La mère à Gia est au costume dans son film. C'est vraiment un tout petit truc, une bébête qu'ils ont faite rapidement. Qu'est-ce qui se passe? C'est depuis une trentaine d'années, Shelley, donc le personnage de Pamela Anderson, est une des danseuses vedettes dans les revues musicales, le Razzle Dazzle à Las Vegas. Et fait qu'on comprend qu'elle a commencé là dans, mettons, sa vingtaine, était la star. Elle a toujours été là. Là, elle est entourée d'autres danseuses qui ont son âge, mais aussi des plus jeunes, des trentenaires, des vingtenaires. Et là, du jour au lendemain, un peu, ils apprennent, bon, ça va plus bien, le show ferme. Tu sais, ça fait 30 ans qu'il existe, puis elle a fait juste ça. Mais là, on ferme, il reste 2 semaines. Fait que le film commence pas mal à ce moment-là, on va traverser ces 2 semaines-là. Qu'est-ce qu'elle fait là, à 55 ans? Elle fait quoi? Elle essaie de trouver un sugar daddy un peu pour finir, pour voir des propositions qu'elle a un peu. Ben, pas une proposition, mais une hypothèse. Qu'elle dit, peut-être je fais ça. Est-ce qu'elle retourne faire des auditions pour être une showgirl? Mais ça ne tente vraiment pas. Elle était vraiment dans sa zone de confort là-dedans. Elle a aussi un peu, tu sais, les ponts sont un peu cassés avec sa fille, dont le père est hors du décor et tout. Au même moment, comme, ben, est-ce que je vais plus dans ce côté-là, me rapprocher de ma fille, mais là, je suis dû pour juste aller travailler au drugstore comme caissière, là. Dans le fond, je fais quoi avec tout ça, tu sais? Puis pour les plus jeunes
du spectacle. Pour certaines, elle est venue un peu comme une mère, parce que c'est une mère, une cinquantaine d'années et tout. Elle a une de ses amies jouée par Jamie Lee Curtis, qui est une ancienne du cabaret, mais maintenant qui travaille dans un casino. Fait qu'elle a dit, moi, je fais ça, là, je suis comme waitress dans un gros casino. Je pense que de ce que j'ai vu, Jamie Lee Curtis, peu fofolle comme rôle. Hein, ouais, c'est le classique du second rôle qu'on est plus comme... évidemment... très coloré comme c'est ça. Vas-y plus. Toi, t'es plus l'ami énergique, que tout va bien, mais que finalement, peut-être que tout va pas si bien. Là. Fait que, tu sais, du côté de Gia Coppola, il y avait vraiment ce désir-là de, tu sais, non, je veux Pamela Anderson. Puis je l'ai entendu en balado, je vous référer après quel podcast, mais elle disait, elle a refusé, là. J'ai envoyé, puis en dedans d'une heure, elle a refusé. Elle me dit, sais qu'elle l'a pas lu, si c'est en dedans d'une heure. Puis elle avait connu le fils... Je sais plus pourquoi, mais le fils à Pamela Anderson, j'oublie son nom, mais... Brandon, je pense. Brandon Lee, avec Tommy Lee, dans le fond. C'est ça. Mais pas Brandon Lee de Bruce Lee. Non, c'est ça, Brandon Lee de Tommy Lee. Elle est rentrée en contact avec lui en disant « Hey, j'ai un rôle pour ta mère, mais il faudrait vraiment qu'elle lise. » Ultimement, elle peut dire non, mais il faut qu'elle lise. Puis si elle lit, je suis sûr qu'elle va dire oui. Puis fait qu'elle est passée par son fils comme ça pour l'aborder. Pourquoi qu'elle avait refusé? En fait, elle n'a jamais eu le scénario. C'est son agent. Ah, OK. C'est son agent qui a bloqué. Poubelle, il n'a jamais proposé. Ah, ouais, Chris. C'est encore plus catastrophique. C'est vrai, mais je pense que ça doit arriver très couramment, ces choses. C'est ça. Mais là, ça s'est bien fait. Ouais. Autre rôle surprenant, peut-être dans le film, Dave Bautista, qui joue un peu le metteur en scène, le gérant un peu de la troupe. Là. C'est lui qui est à l'aiguillage, puis il dit « OK, là, on est rentré. » C'est un gros spectacle de cabaret, tout le monde en paillettes, très moulin rouge, là, genre, peut-être qu'il y a de la nudité dans le film, il n'y a pas de nudité, mais sûrement qu'il y en a, là, d'espèce de danse érotique, mettons, le spectacle érotique, là. Puis, fait que c'est lui qui est comme, OK, là, changement de costume, parce que, tu sais, 3-4 filles vont faire un numéro pendant que les autres se changent, puis ils retournent, puis, tu sais, comme on voyait dans le film Showgirl Paul Verhoeven, exactement, mais sans se pousser en bas de l'escalier. Fait que cette folie-là, on le voit un peu, certaines mises en scène. Qu'est-ce que je voulais dire? Puis il y a un petit caméo de Jason Schwartzman, justement, éventuellement. Et Pamela Anderson, est-ce que c'est à la hauteur du buzz qu'ils ont autour d'elle? Je pense que oui, mais pas, tu sais, elle battra pas Demi Moore dans aucune présence. C'est pour ça qu'il y a un buzz qui est bon autour du film, de sa performance, pas de genre gagner tous les prix de l'année. Parce que c'est pas nécessairement elle qui est pas juste, c'est peut-être le film a pas, il manque peut-être l'espèce d'audace. D'audace que d'autres. C'est une formule assez conventionnelle, puis ça dure comme 1h25, 1h30, c'est super court, où tu sais, c'est comme... Elle a dans sa vie, arrive des problèmes, doit trouver des solutions, puis des affaires vont aller mieux ou peut-être moins bien à la fin. Là, je pense que l'intérêt ou la surprise vient plus du fait qu'elle peut jouer. Peut-être que ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu. Ouais, peut-être, exact. Puis, fait qu'elle joue cette personne-là qui est souvent zéro. Elle doit être un petit peu maquillée pour la caméra, mais pas plein de lip gloss, puis de fond de teint, puis de mascara. Elle est très, très à nu là-dedans. Oui, puis même pendant sa ronde médiatique, aucun maquillage et tout ça. Là, vraiment. OK. Ouais, c'est assez... Fait que voilà, c'est ça. Puis pour dire, tu sais, Dave Bautista aussi, c'est un peu hors rôle de ce qu'on connaît, là, d'être Drax puis de faire des films d'action puis tout. Mais c'est Gia qui l'avait entendu. Il s'était croisé à un événement à un moment donné, puis il avait dit non, j'aimerais ça faire plus de drame puis blablabla. Puis là, elle a pensé à ça. Puis en plus, il avait besoin d'une perruque à son rôle. Elle voulait avec des cheveux puis tout. Mais elle a dit je vais m'essayer. Puis elle l'a DM sur Instagram. Mais tu sais, ils se connaissent déjà. Là. Je pense pas que moi, je peux DM n'importe qui pour jouer dans des films amateurs. Mais quand t'es comme Gia m'envoie un inbox. Puis il fait oui, puis il a accepté. Je pense qu'il veut faire sa niche vers être un vrai acteur. Un peu pour ça qu'on l'a vu peut-être dans Dune Part 1 aussi, tu sais, tranquillement. Puis, fait que voilà un peu pour ce film-là, qui a un buzz de genre, d'où c'est que ça sort? Mais sachez que c'est, comme je disais, c'est un film indépendant, tourné en 18 jours, super rapidement. Il y a beaucoup des informations que j'ai appris. C'est ça. Moi, j'aime bien, c'est le podcast du DGA, qui est le Directors Guild of America. C'est donc le syndicat des réalisateurs. Fait qu'ils font des projections à un cinéma en particulier à LA, puis il y a tout le temps un réal qui interviewe l'autre réal après. Mais souvent, le Q&A sort un mois après la sortie du film. Fait
j'ai pas l'occasion de vous en parler nécessairement parce que, tu sais, mettons, celui de Mufasa vient de sortir. Fait que là, j'apprends des choses intéressantes. Puis c'est tout le temps des 25-30 minutes, là, ça s'écoute bien. Mais là, comme le film est sorti avant les fêtes, très limité, ben c'est le fun. Il arrive à temps pour la sortie que nous, on a ici. C'est pour ça que j'ai pu l'écouter hier avant l'épisode. Par contre, il est vraiment différent des autres, celui-là, parce que là, la personne qui l'interview, c'est Francis Ford Coppola. Quand même. Fait que est très intéressant, Francis Ford, mais il est pas en mode genre, hey, wow, apprends-moi en plus sur ton film. Il est en mode, ben, tu sais, t'es ma petite fille. Il l'appelle Sweetie, là, tu sais, devant le public. Puis tout, il est très. Francis, il se barre plus les pieds dans rien, là. Puis surtout qu'il y a quand même un certain personnage, comme on l'avait décrit dans l'épisode avec André quand on a parlé de Megalopolis. Fait qu'il compte des anecdotes, tu sais. Puis à la fin, il prend des questions du public, puis là, on en apprend un peu plus sur comment caster Pamela, puis Dave Bautista. Sinon, c'est lui qui compte des anecdotes, puis souvent, il est comme des anecdotes de ses tournages. Oui, de ses tournages à lui, parce qu'il n'est pas producteur là-dessus ou quoi que ce soit. Puis elle a dit comme, oui, je me souviens, tu m'avais déjà conté cette anecdote-là, mais j'ai gardé ça en tête, puis c'est ce qui m'a motivé à... Ou c'est ce qui... Fait que ça fait vraiment un drôle d'épisode comparé à ceux d'habitude, là, tu sais. Francis, il grand-papa qui raconte ses puis il take histoires. over la place, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas la même formule, mais quand même très intéressant sur certaines choses. Puis je souligne aussi la direction photo de Autumn Durald, qui, justement, de faire un truc très minimaliste, je pense que c'est tourné en pellicule, je pense, ou sinon c'est qu'ils ont recréé ce côté granulaire-là. Puis tu sais, il y a le côté sale de LA, là, tu sais. Los Angeles, le jour, là, c'est comme bizarre là, dans une petite maison un peu moche en banlieue, etc. Elle va d'ailleurs faire la direction photo de Sinners en avril, le prochain film de Ryan Coogler, puis elle avait fait celle de Wakanda Forever. Fait que ça fait partie de ces jeunes talents qui font du gros scale, puis comme du petit scale, on fait un film, let's go. Voilà pour cette semaine. Fait que ça brosse le portrait de l'ensemble des sorties plus larges et plus limitées. La semaine prochaine, nous, on va enfin avoir à Québec The Brutalist, la fameuse saga. On parlait de Megalopolis. Ben là, c'est une version, je pense, beaucoup plus intéressante d'une grande saga architecturale avec Adrian Brody. J'ai oublié de mentionner d'entrée de jeu qu'on avait dit qu'on parlerait de September 5, mais la sortie plus large a été retardée à une date postérieure. Fait que peut-être qu'il est à Montréal. Je n'ai même pas vérifié. Sinon, c'est peut-être encore juste... États-Unis, Toronto. Là. En tout cas, bref, nous, à Québec, il n'y a pas eu accès encore. Fait qu'un jour, on pourra en parler. Puis j'ai l'impression qu'il est en train, malheureusement, sans enlever des qualités au film, qu'il est en train de manquer le bateau. Fait partie de ceux qu'on a essayé de relâcher à la dernière minute. Puis là, finalement, il n'y avait pas de place dans les fights. Fait qu'on va reporter le plus large. Mais là, le buzz s'estompe. Écoute, on va connaître les nominations d'Oscar. Peut-être c'est ce qu'ils espèrent en avoir puis le sortir plus large à ce moment-là. Possible, effectivement. Mais je me souviens tout le temps. Il y a plusieurs années, mais d'un fameux 27 heures plus tard que c'est ça qui était arrivé. Là, on l'avait retardé. Il y avait eu quelques nominations, mais finalement, quand elle est sortie, c'était trop tard. L'histoire de Suleiman aussi, qui avait gagné le prix du jury dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. Très bon drame social, justement, un peu suspense même. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca ou sur les médias sociaux, suivez Magazine Mon Ciné, en fait, sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est rempli de plein de bonnes entrevues et de bons articles, notamment ceux de Patrick, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et visitez le monciné.ca pour plus d'entrevues encore et pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais on vous offre une arme à feu, vous êtes aussi bien de la barrer en quelque part. Là. Ça va vous éviter des problèmes. C'est pas ça dans la pile de linge sale. Non.